Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien, on s'intéresse à un sujet dont on a déjà parlé sur ce plateau, mais ça bouge. On parle des travailleurs indépendants. Mais lesquels? Les précaires, ceux que vous voyez livrer de la restauration rapide ou vous transporter dans des VTC, ou des graphistes qui, eux, sont bien contents d'avoir choisi ce statut. Une directive européenne du 21 décembre dernier, alors elle est le fruit de tout un travail mené par le Parlement depuis septembre, visant à donner un statut à ces travailleurs précaire, je mets des guillemets parce qu'on va revenir évidemment sur cette question, et ce qui remet en question le modèle d'ubérisation, c'est-à-dire de plateformes qui disaient mais nous on n'est pas des employeurs, on est juste là pour mettre en relation une offre et une demande, et à chacun de se débrouiller, parce qu'après tout nous on n'a pas à gérer les droits sociaux attenant à un contrat de travail. C'est tout le débat qu'on va avoir sur ce plateau, et c'est évidemment ce qui a décidé de faire bouger cette directive européenne. On en parle avec mes invités. Myriam de Gaudusson, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se connaît, vous venez régulièrement faire des chroniques dans Smart et Réglo, avocate en droit social au cabinet Franklin, et vous nous ferez part du sentiment d'une avocate qui, à certains égards, peut avoir à défendre des entreprises qui sont peut-être un peu embarrassés par cette directive qui se profile. Alors, il faudra bien sûr la transposer en droit français. Il y a tout un travail de lobby et de droit qui va se mettre en place, évidemment, et on va en parler avec vous. Erwan Tison, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui est un think tank indépendant. Vous étiez venu déjà nous parler de ces sujets. On vous écoutera sur cette directive européenne. Elle est le fruit quand même d'un gros travail mené par certains députés au Parlement européen. On fera le point avec vous. Est-ce qu'elle fait vraiment avancer, et est-ce qu'elle transforme le modèle d'ubérisation? Et puis Charlie Gaillard est avec nous. Bonjour Charlie, vous êtes fondateur et CEO de Bigger, service de mise en relation entre talents et entreprises. C'est quoi Bigger exactement en quelques mots? Exactement, c'est un service de mise Je l'ai bien dit? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents qui soient indépendants ou salariés. Donc vous avez affaire à des indépendants? Tous les jours, effectivement. Je vous donne la parole puisque vous avez introduit le mot indépendant. Il y a l'indépendant libre de ses choix, tout à fait, qui peut choisir son employeur et ses tarifs. Et puis il y a ceux dont on va parler, qui sont les indépendants précaires, qui globalement sont menottés à un employeur sans en avoir les avantages. Exactement. On est d'accord? Il y a deux types d'indépendance, exactement. Il y a l'indépendance subie, celle dans laquelle on doit en fait devenir indépendant, par exemple pour travailler effectivement avec des plateformes telles que Uber ou Deliveroo, donc sur des tâches, des micro-tâches. Et puis il y a ce qu'on appelle un peu la talent economy, c'est-à-dire que c'est des personnes qui choisissent finalement ce statut de travailleur indépendant, qui choisissent de s'affranchir du salariat pour plus de flexibilité dans leur rythme de travail, pour augmenter leurs revenus, pour différentes raisons. Et qui, eux, assument la gestion de du paiement de leurs droits sociaux, de leurs mutuelles. Exactement. Et de leurs cotisations. Et ils le supportent en l'assumant. Tout à fait. Et on a fait une étude là récemment, c'est assez intéressant, avec l'Université de Toronto. Et en fait, 9 freelances sur 10 dans cette situation ne souhaitent pas redevenir salariés. Donc il y a vraiment effectivement deux poids, deux mesures, deux réalités différentes qu'il ne faut pas traiter dans le droit de la même façon. Je donne la parole à Myriam de Gaudusson, mais Erwan Tison, pour ceux qui nous regardent, parce que la directive européenne, les Français ne la suivent pas, les décideurs ont autre chose à faire que de... Cette directive, elle est quand même fondamentale quand on interroge des juristes et puis les acteurs. On nous dit que cette directive, elle va plutôt, j'allais dire, dans le sens de l'amélioration du statut des travailleurs précaires. On est bien sur ce chemin-là. Oui, tout à fait. Je ne vais pas commenter le volet juridique. Je pense que ma voisine le fera mieux que moi. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat depuis quelques temps maintenant au niveau européen sur quel statut justement on donne aux travailleurs indépendants. Il y avait la question du troisième statut qui avait été notamment ouverte en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, dernièrement d'un point de vue législatif au premier semestre. Se dire, est-ce que du coup, certains travailleurs des plateformes doivent avoir un statut un peu intermittent entre le statut de un entre-deux. Voilà, un peu un entre-deux. Vous avez pas mal de détracteurs de cette position-là qui vous disent le problème, c'est qu'après, on va créer en fait une multitude de statuts, alors que du coup, en fait, il vaut mieux revenir dans quelque chose de binaire avec des frontières qui soient un peu plus larges. Et c'est ce qu'a fait un peu la Commission. La Commission, ce qu'elle a fait, la jeunesse, c'est déjà taper un petit peu sur les doigts des quelques big tech qui, justement, ont joué un petit peu avec certaines interprétations des règles pour justement essayer On n'est pas employeur. Voilà, c'est ça. En fait, quand vous discutez avec eux, la plupart du temps, ils vous disent moi, c'est simple, je prends des salariés à un taux moindre que le salariat, sans les avantages, sans les inconvénients qui vont avec, mais avec les avantages. Donc, quelque part, il y a une clarification. Et ce qui est très, je pense, peut-être en tout cas assez salutaire dans cette directive-là, on verra dans la transposition en droit français, c'est que le statut d'entrepreneur, micro-entrepreneur maintenant, a été réformé presque 10 fois depuis 2009 et la loi Novelli. Ça fait exact. Et donc, du coup, peut-être que cette transposition-là sera peut-être la dernière, parce qu'on va peut-être offrir un cadre
suffisamment souple et suffisamment agile pour pouvoir justement avoir des ajustements à la marge qui font en sorte qu'en fait on évite de tout casser quand n'importe quel gouvernement arrive ou n'importe quel député. Ceux qu'on croise, on les appelle les invisibles, mais ils ne sont pas si invisibles que ça, puisqu'ils étaient les seuls dans les rues de Paris pendant les confinements. C'était les seuls à pouvoir livrer, se déplacer, donc ils prenaient une forme de risque aussi pour leur santé. Ces précaires-là, ils ont quel statut ? Je ne parle même pas de ceux qui ont pris la carte du copain et qui sont tout à fait hors la loi et illégaux. Je parle de ceux qui ont vraiment le petit sac Deliveroo. Ils ont quel statut ? Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on leur dit, pour que tu puisses te rémunérer, il faut que tu sois auto-entrepreneur. On est d'accord. Ça veut dire qu'ils se débrouillaient de tout. Absolument. Mutuelle. Protection sociale en cas de maladie, une absence, parce qu'objectivement, ils ne savaient pas comment faire les formalités pour pouvoir être protégés. Donc c'est ce qui les a amenés parfois à se regrouper et à faire les actions qui ont été dévoilées en fait. Vous vous situez comment, Myriam de Gaudusson ? Parce qu'il y a le droit, la directive européenne, elle sera transposée, donc il y aura un débat législatif. Tout ça n'est pas terminé, hein, évidemment. Je pense que les entreprises, évidemment, ces plateformes vont se défendre, vont essayer de limiter la casse. Mais si on en restait en l'état de la directive, les plateformes seraient obligées quoi ? De qualifier en contrat de travail des salariés qu'elles avaient embauchés en prestation d'auto-entrepreneur. Oui, en fait. Si on en restait là. Oui, absolument. La directive, contrairement à la jurisprudence française, elle impose une présomption de salariat. En France, c'est le contraire. Eh oui. On a une présomption de non-salariat. Et il y a une requalification en contrat de travail si vous avez plusieurs critères qui se trouvent à s'appliquer en réalité. La directive, elle dit, et elle s'inspire du droit californien qui est un petit peu en avance au niveau des plateformes, si jamais 2 des 5 critères sont remplis, C'est ça. ils deviennent salariés. Et c'est à l'entreprise de prouver. Qu'ils ne le Ça, sont c'est fondamental. Il y a un renversement de la charge. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'avant, le salarié devait dire, mais attendez, on m'a coupé le robinet sur le taxi, je suis en mono-entreprise, j'ai un mono-client, j'ai pas le choix. Là, c'est à l'entreprise. Exactement. Ça il y a change un tout. Renversement de charge de la preuve, donc c'est à la plateforme finalement de prouver que ce ne sont pas des indépendants. Sur les coûts, excusez-moi, je ne suis pas dans la tête de ces grandes plateformes qui ont surfé sur une forme de zone grise du droit. Elles sont inquiètes, non, j'imagine ? Il y a une forme d'inquiétude, mais vous savez, je pense qu'elles s'y attendaient. Et puis, elles ont surtout profité d'un fait économique. On dit toujours que le temps économique est beaucoup plus rapide que le temps juridique. C'est vrai. Donc, du coup, en fait, on tâtonne, on est un petit peu dans la zone grise. Et puis, on tire quelques bénéfices et surtout une position de monopolaire. Vous savez, là, aujourd'hui, ces plateformes-là ont profité du winner takes all. Une nouvelle économie qui s'appelle le winner takes all, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont arrivées sur le marché et elles ont emporté tout de suite des parts de marché à tel point qu'aujourd'hui, la plupart de ces big tech dont on parle aujourd'hui sont devenus presque des noms communs. Donc, en fait, Ubérisation. Uber, Deliveroo, Bien sûr. Deliveroo, voilà, il y a sans vouloir faire de la pub. Mais donc, du coup, ça va représenter un certain coût pour elles, mais elles ont une telle part de marché, surtout un tel pouvoir de marché. C'est ça aussi que la directive, en tout cas, essaye d'inverser, c'est de transformer justement. Parce que quand on est auto-entrepreneur, c'est pour être son propre patron. Et donc, du coup, c'est essayer de casser aussi une sorte de féodalisation qui peut exister par rapport à certaines entreprises, où des fois, notamment le droit californien disait, des fois, c'est l'algorithme en fait qui est votre propre manager ou superviseur. Ouais, qui gère, c'est pour ça qu'il y a une inversion du pouvoir de marché qui est assez intéressante là-dedans. Il y a quand même quelques chiffres, 500 entreprises qui sont concernées par cette directive de décembre 2021, 28 millions de travailleurs, ça c'est actuellement, et 43 millions à l'horizon 2025. Enfin, ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même agir assez vite, puisque si je comprends bien, le modèle, malgré la directive, est plutôt à la précarisation du monde du travail qu'à, je dirais, au renforcement de ses droits. Enfin, Et alors, si je peux me permettre, oui, bien sûr, mais comme on l'a dit au début, il y a effectivement 2 types d'indépendance. Et le problème aujourd'hui de justement cette directive, c'est qu'elle recouvre toutes ces réalités-là. Donc, il y a les plateformes des indépendants, et on a du mal justement à distinguer. Il y a précaires et indépendants heureux de leur sort. Exactement. Et donc ça, il ne faut surtout pas le casser, puisque c'est créateur de valeur pour les entreprises comme pour les freelances. Elles disent quoi, les plateformes ? Parce que vous les rencontrez, vous les conseillez. On les a reçues sur ce plateau d'ailleurs pour avoir un débat très ouvert avec elles. Elles sont prêtes à aller jusqu'où ? Parce que la question, c'est de savoir si ces jeunes garçons à vélo qui sont dans leur premier job souvent, est-ce qu'ils sont prêts à les qualifier en CDD, en CDI Je pense qu'il y a une phase de posture et de lobbying, puisque en Espagne, Deliveroo a indiqué et a annoncé qu'elle quitterait le pays. Donc c'est la pression, c'est le bras de fer. Exactement. Pour l'instant, je pense qu'à terme, vu les enjeux financiers, il va y avoir une stabilisation, une négociation des dispositions de la directive. Honnêtement, les critères de la directive correspondent à la réalité. On a la notion de clientèle.
C'est ça. Les indépendants dont vous parlez et que vous représentez. D'exclusivité, Voilà. c'est ça. Alors que les travailleurs précaires des Deliveroo, Uber, généralement, n'ont pas une multitude de clientèle. Ils ont un Le monoclient. niveau de rémunération, le contrôle, la manière de s'habiller, etc. Bon, on voit bien que les critères posés par la directive sont réalistes et correspondent à la gig economy. Donc, je pense que petit à petit, ils sont ça va se prêts à avancer. stabiliser. Enfin, vous nous dites quand même en introduction, Myriam, qu'ils sont dans une première phase de on tape du poing sur la table et si vous nous traitez comme ça, nous on s'en va. Oui, c'est le jeu de toute négociation. C'est ça, on tape fort, Oui. et puis ensuite on dit après tout on va trouver. Et ils sont sur le chemin du troisième statut où ils sont prêts à, je dirais en droit constant, à utiliser les cadres que propose déjà le Code du travail français. Et Plutôt cette option-là. c'est plutôt l'option de on choisit le cadre du droit classique. L'Angleterre a choisi la notion de worker qui s'oppose à celle de employee et qui correspond à cette troisième voie. En France, je pense que la notion de portage salarial, qui était une sorte de troisième voie, n'a pas vraiment marché. Donc du coup, on en revient plutôt à salariat ou indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, on travaille avec oui. effectivement des salariés en portage, donc qui font le choix de l'indépendance, mais qui veulent la sécurité du CDI, ou en tout cas, par exemple, ils cotisent au chômage, donc ils ont le droit au chômage entre leurs missions. Donc ça, c'est une différence effectivement fondamentale. Donc effectivement, cette troisième voie, elle existe aussi. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir effectivement une multitude de possibilités en droit français. C'est-à-dire qu'on peut être auto-entrepreneur, on peut être en portage salarial, on peut créer une société, être président de sa société. Donc ça apporte une certaine souplesse sur le droit social aussi et sur le régime social duquel on dépend. Mais maintenant, effectivement, je pense qu'il faut légiférer, clarifier un certain nombre de choses. Mais voilà, j'insiste vraiment, il faut surtout ne pas casser toute cette énergie qui vient, en tout cas, d'une catégorie de travailleurs que sont les développeurs, que sont... Voilà, on a tous les métiers de la tech où globalement on est en free beaucoup, on fait de la mission, on gagne bien sa vie. On gagne bien sa vie. Et c'est pas le cas évidemment de tous ceux qui étaient en plateforme ou en VTC qui et on choisit ses clients. Enfin, voilà, on nous impose pas évidemment nos 12 heures ou 13 heures de travail dans ce qu'on appelle la subordination, il y a un élément qui est très important, c'est le pouvoir de sanction. Ces plateformes, elles ont un pouvoir de sanction, c'est-à-dire qu'à la fin d'une course Uber, on note son chauffeur, on note pas vraiment la prestation d'Uber, on note son chauffeur d'abord et avant tout. C'est vrai. Et si on tombe en dessous d'une certaine note, voilà, exactement, on est déconnecté. Et donc ça, c'est un marqueur quand même très fort d'une subordination réelle. Évidemment, évidemment. Il y a quand même un débat qu'il faut poser, mettre sur la table. C'est-à-dire que ces plateformes utilisent le vide, je l'évoquais, mais certaines plateformes disent, mais attendez, le coût du travail est trop important, on ne s'en sort pas, on ne peut pas s'en sortir. Si on impose les... Certaines s'en sortent bien, oui. Ouais, d'accord. Je ne peux pas donner de nom, mais toujours dans la nourriture et l'alimentation, il y a certaines plateformes qui ont justement fait le choix de... Avec un statut CDD. Oui. Et avec un statut d'indépendant, mais en respectant les critères de l'absence de salariat et tout en respectant les personnes qui travaillent pour elles. Mais attention, elles ne sont pas en CDD, CDI, ces non, personnes. Non. Elles sont indépendantes. Oui, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, il y a un respect des minima également d'intervention en termes financiers. Et elles ont fait le choix de regarder les critères de sanction dans les arrêts Uber et Deliveroo et donc de faire l'opposé. Vous en pensez quoi sur cette question du coût du travail? Parce que c'est un argument. Est-ce qu'il est fallacieux ou est-ce qu'il faut le poser dans le débat? Mais ça fait quelques années que je fais ce métier-là. Ça fait quelques années que j'entends justement les entreprises nous dire, étrangères, le travail est trop élevé en France. Sauf, c'est quelque chose qu'on n'entend plus depuis mars 2020. Le fait d'avoir passé une grande partie de la population française en chômage partiel, qui a été un cas quasiment inédit à travers le monde, la plupart des entreprises se disent c'est pour ça en fait que c'est élevé. Et même dans une vision très libérale, le fait de s'être dit en fait le modèle social français est capable de mettre sous cloche des compétences, pas des actifs, des compétences. Et donc du coup de pouvoir redémarrer très rapidement parce que justement on a un modèle social d'amortisseur. C'était le pari d'ailleurs. Et c'était le pari. Et je vous assure que dans les critères d'attractivité, ça joue énormément. Et donc du coup les gens se disent très bien, je suis à 33 € de l'heure en moyenne de coût du travail dans le secteur tertiaire. Mais par contre, donc je suis environ à 3, 4, 5, 6 points par rapport aux pays limitrophes. Mais par contre, j'ai cette garantie-là, j'ai cette assurance-là. Et donc, du coup, c'est une contrainte que je vais intérioriser, que je vais transformer en opportunité parce que je sais que, du coup, si jamais j'ai un choc exogène, voire endogène, j'aurai la protection nécessaire qui protégera non seulement mes structures, mais aussi mes compétences. Et ça, dans le cadre, justement, dans le bilan extra-financier des entreprises, c'est quelque chose qui commence à s'intégrer. Et c'est ça qui explique aussi les bonnes performances de la France, notamment sur le plan de l'attractivité économique et financière. C'est-à-dire que ce modèle social
social qui a été tant critiqué Voilà, pendant tout à fait. longtemps, on voit qu'il a servi d'amortisseur et de relanceur rapide, à condition que l'État ne soit plus libéral, mais très interventionniste, puisque c'est de ça dont il est question, et qu'il dépense beaucoup. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire certains efforts sur la sphère sociale. Mm. Mais en tout cas, ça a été la preuve, presque à niveau quantique, justement, pour ces entreprises-là, Donc, c'est vrai. de ce à quoi servaient justement ces 3 points d'écart avec la... Donc c'est les effets bénéfiques de cette crise sanitaire Covid qui a transformé ou accéléré On va vers... conscience. Exactement. On va vers quoi, Charlie, dans le monde du travail? Parce que c'est un peu le débat qui nous anime ici dans cette émission. On se dit, on va vers plus de salariat, on va vers finalement un monde très éclaté, très atomisé, où chacun sera libre, même en termes de lieu de travail, de déplacement. Le droit du travail est interrogé tous les jours en ce moment. Bien sûr. Alors effectivement, la crise est un marqueur majeur, c'est un point de rupture. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, les talents, ils cherchent d'abord et avant tout des projets qui ont du sens. Donc en fait, aujourd'hui, le moteur, c'est l'envie. Nous, on travaille vraiment énormément sur ce sujet-là, c'est-à-dire que les compétences ne suffisent plus. Ce que veulent les entreprises, ce que veulent les talents, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie. Parce que c'est avec l'envie qu'on déplace des montagnes, c'est vraiment le moteur de tout. Et ça, en fait, c'est effectivement un grand changement, parce qu'il y a des gens qui prennent leur destin en main et qui décident finalement de s'affranchir du salariat, dans des positions qui étaient parfois d'ailleurs très confortables, Oui, c'est vrai. et qui décident finalement de se constituer une clientèle et de travailler d'une autre façon. Certains le font pour gagner plus, d'autres le font pour gagner du temps. Et de plus en plus, d'ailleurs, Et de la ça, liberté, c'est un si je et de la liberté. C'est-à-dire, exactement. voilà. C'est-à-dire, voilà, le vendredi, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants. Enfin, voilà. Et ça change vraiment quelque chose de très important dans le rapport qu'on a aussi au travail. On va vers quoi, Myriam de Gaudisson, vous qui accompagnez les entreprises? Parce que j'ai vu que non seulement l'Europe tapait fort avec cette directive, donc il va se passer des choses dans les mois qui viennent, puisque la France, d'une manière ou d'une autre, va devoir s'emparer de cette directive. Je pense que les députés qui ont porté ce texte vont s'employer à la faire connaître, cette directive. J'ai vu que le monde aussi, d'une manière globale, était plus tourné vers la protection que vers la précarisation. En fait, il y a le développement de manières de travailler tellement différents qui a été accentué depuis la crise du Covid, que le droit s'adapte. Mais le critère fondamental, c'est la protection des travailleurs, quelle que soit leur qualification en réalité. Les indépendants trouvent d'autres manières de se protéger à titre privé, en réalité, pour garder une sorte de confort quasi salarial. Ça coûte, mais elles ont cette profession, cette catégorie, a les moyens de le faire. Maintenant, c'est sur les précaires qu'il faut effectivement essayer de trouver une sécurité minimale. C'est la catégorie qui en a le plus besoin. Je vous coupe, mais ça peut quand même coûter cher, parce que si tous les travailleurs indépendants dits précaires se mettent à réclamer des comptes sur le plan du droit, c'est-à-dire à calculer des règles un peu précises accompagnées par des avocats patentés, ça va se cuber en milliards, cette affaire. Alors, c'est sur 3 ans. La prescription, elle est triennale. Mais bon, néanmoins, vu la quantité de personnes concernées... Le volume d'heures... Je pense que les sociétés ont peut-être déjà provisionné le risque. Oui, c'est ça. Non, mais vous le dites en souriant, mais il y a quand même dans ces sociétés l'idée qu'elles vont devoir se délester des réclamations menées par ces précaires. Il ne faut pas oublier que c'est un Français qui travaille en laboratoire sur cette directive. Et c'est vrai que le droit californien s'est quand même inspiré aussi du droit français qui a été le premier à poser la présomption de salariat. Donc, Vous avez raison de signaler que la Californie, et donc même les Américains, sont aujourd'hui en train de se poser des questions sur l'espèce de modèle des GAFA qui avait tout dérégulé. Les États-Unis se posent quelques questions. Je pense notamment à la relation avec Facebook, par exemple, où c'est un autre sujet, mais il y a quand même la volonté de reprendre en main les plateformes. On va vers quoi? À l'Institut Sapiens, j'imagine que vous observez finalement les mouvements des plaques tectoniques du monde du travail. On va vers quoi? Une explosion et des indemnisations records, parce qu'un jour il faudra passer à la caisse, ou un monde qui va s'organiser entre des plateformes, des salariés indépendants heureux, des salariés en CDI. Ça va ressembler à quoi? Non, il y aura pas. On n'aura ni le côté tous indépendants demain qu'on avait pu voir dès 2014, certains prophètes nous l'annonçaient, ni le côté tout salariat. Je pense qu'on va rester dans cet entre-deux. De toute façon, on voit d'un point de vue, ça peut paraître contre-intuitif, mais depuis 1940, en fait, il y a une diminution de la part des indépendants dans la masse salariale, dans la masse des actifs. On était à environ à 40% en 46, on est maintenant aux alentours de 9-10%. Donc en fait, on a vraiment une diminution, une contraction, mais on remarque qu'en fait, on atteint la masse critique.
masse presque incompressible. Donc je pense qu'on va rester à ces alentours-là et qu'en fait les règles du jeu vont être redéfinies. C'est-à-dire que les plateformes ne vont plus jouir du même pouvoir de marché sur le marché du travail qu'est-ce qu'elles ont pu avoir avant. Certains indépendants vont avoir, à mon avis, un pouvoir de marché un peu plus élevé. Par contre, ce qui est intéressant de se poser là, c'est la question du législateur, parce que moi j'entends beaucoup le législateur français et je me réjouis de dire qu'il est déjà dans les starting blocks pour transposer cette directive. Ouais, j'ai lu ça. Il faut aussi qu'il pense aux implications que ça va avoir justement d'avoir aussi, d'accès aux autres marchés pour ces indépendants-là. Il y a une directive qui est passée justement début décembre sur les crédits, l'acceptation des crédits. Oui. Il est beaucoup plus difficile depuis le mois de décembre d'obtenir un crédit immobilier quand vous êtes indépendant, quel que soit votre niveau de revenu. On a des témoignages des ménages qui étaient à 10 000 euros de revenus par mois et qui sont obligés d'hypothéquer des biens, voire de préempter une hypothèque pour justement avoir accès à un taux d'effort qui est à même pas 15%. Ça, c'est le deuxième effet de l'indépendance. Mais c'est le problème, c'est que le système français, en fait, adore les insiders. Le système français, en fait, a tout fait pour sauvegarder le salariat et les insiders. C'est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à devenir entrepreneurs et à prendre des risques, parce que c'est quand même intéressant de... On vous dit, on vous protège. Si vous devenez on vous protège face aux grandes plateformes et tout, mais de l'autre côté, par contre, vous vous débrouillez pour tout. Mais vous ne serez jamais propriétaire. Voilà, exactement. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même ce statut, même s'il a baissé depuis 40, on voit quand même qu'il y a une dynamique aujourd'hui chez des jeunes qui sortent des écoles, qui disent, moi, je ne veux pas être salarié, je veux travailler en free. Très bien. Nous, sur nos métiers, sauf c'est une explosion. Hein. Enfin, vraiment, Mais sauf que le problème, c'est que quand ils veulent un jour ou l'autre se poser et poser leur valise dans un petit appartement ou un grand, on leur dit non, là, je n'ai pas les garanties du salariat. Enfin, c'est quand même un élément fondamental, ça. Et malgré des rémunérations qui sont effectivement parfois très importantes. Ouais. Et la banque leur dit non. Non. Ça, c'est vraiment un syndrome effectivement franco-français qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans notre pays. Mais c'est vraiment, effectivement, les banques ont des grilles de lecture qui sont calées sur le salariat. Le sacro-saint CDI français qu'on a... Alors qu'au même moment, on nous dit soyez entreprenants, soyez audacieux, soyez des créateurs d'entreprises. Mais le droit, rien que le droit, est-ce qu'il faut faire bouger la loi sur ces questions? Est-ce qu'il faut obliger les banques, d'une manière ou d'une autre, à avoir une posture qui ne soit pas au niveau du statut de celui qu'elle reçoit, c'est-à-dire qu'elle cherche plutôt le fonctionnaire d'éducation nationale et un peu moins l'indépendant, pour le dire simplement, mais sur les revenus, sur ce qu'il a vraiment gagné par mois pour qu'il puisse avoir des crédits. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudrait... On est sorti un peu du sujet de l'ubérisation, non, mais c'est vrai que c'est une sous-représentation du pouvoir d'achat des indépendants. Qui sont très performants, qui n'est pas pris en compte. Les sociétés, au plan du droit du travail, essayent d'incentiviser cette catégorie-là, justement. Mais cette catégorie-là, quand elle est salariée, elle a le droit au PE, avec la possibilité de débloquer les sommes pour acheter un appartement. Il y a tout un ensemble d'avantages qui n'existent pas pour les purs indépendants. Alors, est-ce qu'ils doivent se regrouper pour agir à l'encontre des systèmes et des organisations bancaires? Ça peut être une voie. On ne l'a pas dit quand même avant de nous quitter, puisque je reviens à nos amis de l'ubérisation, c'est-à-dire tous ceux qu'on a pu croiser dans des VTC, avec qui on a pu d'ailleurs échanger sur leur métier. C'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et on découvrait effectivement ce rapport de subordination qui était souvent intolérable. Certains disent quand même que ça leur a permis d'avoir un premier emploi. Je pense à des jeunes issus de l'immigration venus des quartiers difficiles. Ils ont eu un premier job. Enfin, il y a eu quand même des effets pervers, mais positif, vous êtes d'accord? Pendant longtemps, je ne sais plus si c'est encore le cas maintenant, mais jusqu'en 2018, Uber était le premier employeur du 93. Oui, bien sûr, de Seine-Saint-Denis. Vous avez un système, on revient encore... c'est pour ça que ces sujets sont connexes à ce qui se passe avec le marché de l'immobilier. Vous avez un système du marché du travail qui était extrêmement sclérosé, avec effectivement le sésame qui était le diplôme pour entrer sur le marché du travail. Là, vous avez la possibilité, et c'est pour ça que ça a été un game changer total, ça a été une formidable voie. C'est pour ça justement qu'on peut en vouloir à certaines grandes entreprises de dévoyer un petit peu ce statut-là. Mais bon, maintenant ça a terminé tout ça. Mais ça a permis effectivement à de nombreux jeunes de pouvoir avoir leur première expérience professionnelle et puis de pouvoir avoir accès tout simplement à l'entrepreneuriat. Le côté Startup Nation qu'on avait beaucoup raillé, président Macron quand il avait raconté... le candidat Macron sur cette fameuse interview sur Mediapart. Il disait, moi je préfère qu'un jeune conduise 50 heures par semaine un VTC que de tenir un mur en dealant du shit. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça fait beaucoup de bien, je pense, à notre économie. Mais ils ont conduit parfois plus de 50 heures. Ça a été le débat. Oui. D'où la nécessité aujourd'hui. Et en plus, ça donne une fonction politique à l'Europe, une politique à l'Europe, justement de corriger ces différentes certitudes. On critique souvent l'Europe d'être incapable de prendre une décision commune. Sur cette directive européenne, en tout cas sur l'organisation des travailleurs au sein de l'Union, il faut quand même signaler que là, l'Europe, très volontaire. Elle a été très volontariste. Je parle d'une directive, c'est pas une décision d'un Parlement, d'une loi qui est souvent rangée dans une armoire. C'est pas un règlement, c'est une directive. C'est une directive. Chez des normes, c'est très important. Dans la norme, elle va être transposée. Ça a quand même permis pour certains indépendants de pouvoir avoir un accès finalement et un statut social. Ah oui, non, bien sûr. C'est fondamental quand même, il faut le rappeler. C'est vrai, ça a permis à toute une catégorie de population qui était un peu isolée de l'emploi d'accéder effectivement et de se créer son emploi. Après, la problématique aussi, c'est que justement, on est sur un marché français où les diplômes
Ah oui. on a du mal avec la diversité, c'est-à-dire C'est- qu'on pallie quand même à un manquement Les soft aujourd'hui de la skills. société. Bah oui, Ouais. Ouais, je suis quelqu'un de formidable, mais j'ai pas le bon diplôme qui va bien. Exactement. Juste avant de nous quitter, c'est important parce qu'on évoque l'idée que les Français et la France, par la voix de que son gouvernement dit on va y aller, on va la transposer. Vous avez des informations, j'imagine que vos clients suivent ça très près, apportent aussi leurs arguments. C'est quoi? C'est un délai de 6 mois? C'est un an? C'est quoi le temps nécessaire à transposer des directives aussi importantes? C'est plus de 6 mois. C'est plus de 6 C'est mois, plus autour d'un an. c'est ça. Hein, là, maintenant, on est en phase de lobbying, donc Hmm. ça peut être long. Vous le dites avec un air entendu, c'est-à-dire que vous êtes en plein dedans là. Non. C'est ça. Vous n'êtes pas en plein dedans. Elle est en pleine phase de lobbying. Il faut quand même préciser que l'élection présidentielle va avoir lieu en avril prochain, donc tout ça va être bloqué jusqu'en septembre. Et je pense qu'à partir du moment où un nouveau président sera élu ou présidente, on va reprendre la discussion concrète sur ce statut. Vous savez, on va négocier chacun des critères, des 5 critères. Donc, 5, il en faudra 2. Hein. oui, 2 sur 5. Donc, et puis la France, elle en est à demander à ce qu'on revienne sur sa charge de la preuve à elle, c'est-à-dire la présomption de salariat. Donc on part de loin. Ça peut prendre beaucoup de temps. Sauf que, je le redis, pour qu'on soit bien concret, cette directive dit que c'est l'inverse qui Oui. se produira. Tout à fait. C'est ça. Voilà, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle n'est pas un employeur. Bah, c'est très compliqué, ça C'est tout d'ailleurs. le challenge. Parce que Chaque pays a sa propre position. Donc, et vos clients considèrent qu'ils sont employeurs en France ou qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'ils vont... ils s'adaptent en fonction de chaque pays. Et ouais, mais en France, est-ce qu'ils considèrent, et par vos conseils, j'imagine, est-ce qu'ils vont plaider l'idée qu'ils sont des employeurs et qu'ils l'assument, ou ils vont aller jusqu'au bout de l'histoire et dire on n'est pas des employeurs, on n'est que des mises en relation d'une offre et d'une demande? Absolument. Non, c'est Employeur. Non, en dehors de la notion de salariat, donc pas employeur. D'accord, pas employeur. Mais, donc on en revient toujours à notre débat qu'on n'a pas réglé sur ce plateau, quel statut auront-ils? Les personnes qui les mettent fameux en travailleurs. relation, Non, les fameux travailleurs. ça va dépendre du résultat de la relation. Et si je peux me permettre, la fausse bonne idée, ça peut être de demander aux plateformes d'assurer une protection sociale un peu obligatoire, Absolument. parce qu'on recrée ce lien de subordination dont on essaye justement de s'affranchir. Ce que certains ont commencé à faire, puisqu'on avait reçu Uber sur ce plateau, enfin les représentants d'Uber, qui commençaient Ça à peut être une créer, ligne de défense. à créer un nouveau, Bien sûr. voilà, un lien donc de subordination. C'est- Donc ça veut dire qu'ils sont tenus. C'est ça, sous prétexte de bons sentiments et de bons procédés. Vous dites qu'il faut laisser les gens indépendants avec la réalité de l'indépendance. Bien sûr, ceux qui ont fait le choix d'être indépendants doivent se constituer leur protection sociale. Alors évidemment, on doit les aider, hein. Il doit y avoir des dispositifs qui permettent de le faire. C'est pas non plus la fin du modèle par Je répartition. pensais qu'on allait régler le débat, on ne l'a pas réglé, Il faut évidemment. arrêter d'être hypocrite, C'est je ouvert. pense, surtout. Arrêtez l'hypocrisie, Oui. pourquoi? Parce que vous avez une manière de faire travailler les personnes. À partir du moment où vous avez une posture qui est hypocrite, vous vous prenez des contentieux et ça devient compliqué à gérer. Et on a des divergences de position dans la jurisprudence C'est vrai. qui conduisent à cette situation compliquée, en fait. Vous êtes d'accord? Tout à fait. On n'a pas tranché. Il y aura des choix importants à faire dans l'année qui vient après l'élection présidentielle. Non, on a un cadre qui est très bien, on a un système qui fonctionne très bien, on a justement une aspiration sociale et économique justement pour ça. Une aspiration, exactement. Mais par contre, c'est là où vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est que on va voir de quel côté va basculer l'élection présidentielle, parce que Oui. cette transposition, que vous soyez plutôt dirigiste ou plutôt un peu plus Eh oui, libéral, eh oui. il n'y a pas vraiment de candidat libéraux en France, mais vous allez avoir justement comment dire, une interprétation de cette directive-là, une transposition qui ne sera pas du tout la même. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet qu'on suivra peut-être après l'élection présidentielle, quand elle reviendra vraiment au Parlement, parce qu'un jour ou l'autre, cette directive reviendra. Vous la suivrez évidemment de très près. Merci Charlie Gaillard, vous êtes le fondateur et le CEO de Bigger, qui met en relation justement des talents et des entreprises, des talents indépendants. Et qui ont choisi de l'être. Et qui, voilà, J'insiste. libre et indépendant. Exactement. Merci Erwan Tison de l'Institut Sapiens, directeur des études donc de l'Institut Sapiens, qui est un think tank indépendant et non partisan. Vous y tenez Tout à beaucoup. fait. Et puis Myriam de Gaudusson, qui est en plein lobbying avec ses clients, avocate en Merci. droit social au cabinet Franklin. Vous viendrez nous faire part peut-être Avec plaisir. de tout ce qui va sortir de ces discussions. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des bilans de compétences. Ça, c'est traditionnel, mais vous allez voir, on va en parler avec plaisir. C'est tout de suite.